Le lac des Murmures oublié dans les confins mystérieux de la Nouvelle-Angleterre, là où les forêts denses cèdent la place à des étendues d'eau profondes et sombres, se trouvait un lac dont l'existence même était un secret jalousement gardé par la nature. Ce n'était pas un lac comme les autres. Ses eaux, souvent calmes en surface, dissimulaient un royaume de splendeur corallienne et de vie aquatique insoupçonnée, le domaine ancestral des sirènes. Régite avec sagesse par le vénérable roi Corail, ce monde sous-marin avait toujours été un havre de paix, vibrant d'une magie ancienne et douce. Mais l'équilibre était rompu. Une ombre grandissait en son sein, une menace née de la jalousie et de l'ambition démesurée. Ondine, la propre sœur du roi. Ondine, autrefois une princesse respectée, avait été corrompue par une soif inassouvie de pouvoir. Elle convoitait le trône de Corail et ne reculait devant rien pour l'obtenir. Ses sortilèges s'étaient assombris, ses yeux reflétaient désormais une cruauté glaciale. Elle avait mis au point un plan diabolique. Capturer chaque sirène du royaume pour les enfermer dans des cageots enchantés, des prisons flottantes faites de bois sombre et scellées par sa magie maléfique. Le plus terrifiant, c'est qu'elle avait développé un sort qui privait les sirènes de leur capacité à respirer sous l'eau, les condamnant à une mort lente et suffocante une fois prisonnières, si jamais elles étaient ramenées à la surface. Les disparitions se multipliaient, semant une terreur palpable dans le cœur des sirènes. Sur les rives de ce lac énigmatique, 2 adolescents vivaient un été qui allait changer leur vie à jamais. Max et Maxwell, tous 2 âgés de 15 ans, étaient inséparables. Leurs journées se résumaient souvent à explorer les recoins du lac à bord de leur vieux kayak ou à rêvasser sur le ponton familial de Max. Ils étaient amis depuis l'enfance, liés par une complicité tacite et un goût partagé pour l'aventure. Max, plus impulsif et curieux, était souvent celui qui entraînait Maxwell, plus réfléchi et un brin sceptique, dans leurs explorations. Un après-midi particulièrement lourd, alors qu'une brume légère commençait à ramper sur l'eau, ils s'aventurèrent plus loin que d'habitude, vers une crique cachée, bordée d'arbres dont les branches plongeaient presque dans l'eau. Une lueur étrange, douce mais persistante, émana soudainement des profondeurs, les attirant irrésistiblement. Avant qu'ils ne puissent réagir, un tourbillon invisible s'empara de leur kayak, les aspirant violemment sous la surface. La panique aurait dû les submerger, mais une sensation des plus étranges les envahit. L'eau ne les étouffait pas. Ils pouvaient respirer, clairement. Chaque inspiration était aussi naturelle qu'à l'air libre, mais l'air était remplacé par une fraîcheur aquatique. Le monde s'était inversé. Leurs yeux s'habituèrent rapidement à la pénombre bleutée, révélant un paysage d'une beauté irréelle. Des algues bioluminescentes tissaient des tapis chatoyants, des formations coralliennes s'élevaient comme des cathédrales sous-marines, et des poissons aux couleurs vives nageaient sans crainte autour d'eux. C'est alors qu'ils les virent. Des silhouettes élégantes, dotées de queues de poissons chatoyantes, glissant avec une grâce inimaginable. Les sirènes. Lyra, une jeune sirène aux longs cheveux couleur d'écume et aux yeux d'un bleu profond, fut la première à s'approcher. Sa voix, une mélodie douce et claire, résonna directement dans leurs esprits, sans le moindre son audible, comme si elle leur parlait de l'intérieur. Ne craignez rien, jeunes de la surface. Vous êtes différents. Vous pouvez respirer nos eaux. À ses côtés se tenait Triton, un guerrier sirène aux écailles sombres et au regard fier. C'est lui qui leur expliqua la situation précaire de leur royaume. La folie d'Ondine, les disparitions, la peur constante qui rongeait leur peuple. Lyra leur montra les marques de ces cages sur les fonds marins, et la façon dont la sorcière les laissait flotter, invisibles aux yeux de la surface, les sirènes à l'intérieur luttant désespérément pour leur survie. Max et Maxwell furent horrifiés. Ils s'étaient toujours crus des adolescents ordinaires, mais cette rencontre changeait tout. Ils voulaient aider, ils devaient aider, et l'amitié qu'ils commencèrent à nouer avec Lyra et Triton ne fit que renforcer cette détermination. Leur capacité à respirer sous l'eau n'était peut-être pas un hasard, mais un signe. Un après-midi, alors qu'ils nageaient avec Lyra et Triton à travers un champ d'anémones géantes, discutant avec ferveur des faibles chances de retrouver les sirènes disparues et de vaincre Ondine, le découragement commençait à les gagner. Max, plus impatient que jamais, laissa échapper une pensée à voix haute, l'esprit en ébullition face à l'injustice.
C'est insensé. On est là, on peut respirer, on parle avec des sirènes. Mais on est juste des gamins. J'aimerais tellement qu'on puisse faire quelque chose de plus, tu vois. Genre, imagine si on avait des super pouvoirs, un truc qui pourrait vraiment aider. Genre, si on pouvait se transformer en, ou même juste, imaginer une armure qui nous protège de la sorcière. Une armure super résistante, incassable, qui bloquerait sa magie. Au moment où la dernière syllabe quitta ses lèvres, une force étrange, presque électrique, se mit à vibrer autour de lui et de Maxwell. L'eau autour d'eux se mit à scintiller d'une lumière azur, comme si des étoiles liquides venaient de naître. Ils sentirent une énergie nouvelle parcourir chaque fibre de leur être, une sensation de puissance l'étante. Lyra et Triton les regardaient, leurs yeux de sirène s'écarquillant d'émerveillement et d'une pointe d'appréhension. Max lui-même sentit une pression légère mais distincte autour de son corps. Il jeta un regard à ses mains et ses bras, et à sa grande stupéfaction, une fine membrane lumineuse, presque irréelle, pulsait juste au-dessus de sa peau. C'était comme si sa pensée avait pris forme, une protection éthérée, palpable par une nouvelle sensation d'invulnérabilité. Maxwell, le plus pragmatique des deux, était abasourdi. Tu as vu ça, Max? Qu'est-ce que? Max hocha la tête, le souffle coupé par la stupéfaction. Puis, il pensa aux sirènes piégées, une douleur au cœur. Et si on pouvait juste penser à leur donner de l'air, même dans un cajot? Juste, une bulle d'oxygène magique pour chaque sirène prisonnière, histoire qu'elle puisse respirer, même si elle est coincée. À peine eut-il formulé cette pensée que l'eau autour d'eux frissonna violemment. Lyra, les yeux ronds, pointa du doigt un banc de poissons juste au-delà. Alors que quelques-uns, plus curieux, s'approchaient des garçons, des microbules d'air commencèrent à se former autour de leurs branchies, les faisant s'agiter d'une manière inattendue, comme si elles recevaient un supplément d'oxygène. C'était subtil, mais indéniable. Les deux garçons se regardèrent, la réalisation frappant Maxwell comme une vague glaciale. Max, tu as fait ça. Ce que tu penses, ça se réalise. Max était sidéré. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une simple imagination. C'était réel. Leur esprit n'était pas seulement une source d'idées, mais un outil capable de modifier la réalité, du moins sous l'eau, pour l'instant. Leur super pouvoir n'était pas des transformations, mais la capacité de matérialiser leurs pensées les plus fortes. La révélation était à la fois exaltante et terrifiante. S'ils pouvaient conjurer de telles choses avec leurs pensées, que se passerait-il s'ils pensaient à quelque chose de négatif ou de destructeur? Lyra et Triton les menèrent en hâte devant le roi Corail, qui écouta leur récit haletant, ses yeux de saphir, s'illuminant d'un espoir qu'il avait cru perdu. Un tel pouvoir, une pensée qui prend forme, murmura le roi, la voix tremblante. C'est une magie que notre peuple n'a jamais possédée. Mais elle est pure, et elle vient d'esprits non corrompus par nos conflits. C'est Lyra, avec sa vivacité habituelle, qui proposa la solution. Nous devons unir nos forces. Si Max et Maxwell peuvent donner vie à leurs pensées, nous, sirènes, pouvons concentrer notre énergie collective et notre propre magie pour amplifier leur vision. Ensemble, nous serons plus forts que jamais face à Ondine. La décision fut prise. Les sirènes, mues par un espoir retrouvé, se réunirent dans la grotte des murmures, un lieu sacré où leur magie ancestrale était la plus puissante. Là, elles formèrent un cercle avec Max et Maxwell au centre, leurs mains tendues vers les garçons. Leurs voix s'élevèrent en une mélopée ancienne, un chant de concentration et de volonté pure. Ils projetaient leur propre magie et leurs espoirs dans la vision partagée des deux adolescents. L'eau de la grotte se mit à vibrer, et une lueur intense, émanant de chaque sirène et des garçons, illumina le lieu, signe que la fusion des volontés commençait à opérer. Max ferma les yeux, se concentrant sur une image mentale précise, une carte détaillée du lac, révélant tous les secrets cachés. À côté de lui, Maxwell imaginait les cajots, chacun avec une sirène à l'intérieur, lumineux comme des phares dans l'obscurité, non pas pour les révéler à Ondine, mais pour les localiser eux-mêmes. Alors que leur vision se renforçait par l'énergie des sirènes, la carte mentale de Max devint incroyablement nette.
Des points lumineux apparurent, indiquant la position exacte des cajots d'ondines, disséminés dans des crevasses profondes et des grottes cachées. Mais ce n'était pas tout. Une aura plus sombre, un nœud de ténèbres palpitant, apparut sur la carte, bien plus profond que tout le reste. Ce n'était pas un cajot. C'était une faille, un lieu d'où émanait une énergie maléfique, le repère de la sorcière elle-même. Et de cette faille, une série de lignes sombres partait vers la surface du lac, des sortes de fils invisibles remontant vers